Vous écoutez Le Trèfle, le podcast francophone des Boston Celtics. Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous et à toutes dans ce nouvel épisode du Trèfle. Vincent au micro pour vous accompagner durant ce podcast. Alors que la saison des Celtics se poursuit avec un bilan toujours aussi excellent, premier bilan NBA, première attaque, troisième défense, nous avons préparé une petite liste de souhaits, de choses qu'on aimerait observer pour les 25 derniers matchs de la saison. Pour ce faire, je suis accompagné d'Azad. Salut Azad, comment vas-tu ? Eh ben écoute, ça va super. Vraiment plutôt satisfait de la saison, content que le All-Star Break soit passé, qu'on puisse retrouver un petit peu des matchs de basket. Donc je suis ravi. Donc on est en sous-effectif aujourd'hui. On salue tous les copains du trèfle entre ceux qui sont en vacances, ceux qui sont au boulot, ceux qui ont des imprévus de dernière minute. On se retrouve tous les deux. Il nous aura pas fallu longtemps à tous les deux pour prendre les contrôles du podcast. Exactement, non, mais parce que ils sont là, ils nous ont invités, ils nous ont dit ouais, vous êtes un peu les rookies cette saison, et voilà, on se retrouve dans un effectif avec plein de blessés. On est un peu l'équivalent de Memphis au niveau du podcast, quoi. Tous les titulaires qui sont blessés, et du coup il reste J.J. Jackson, et Vince Williams, et voilà ce qui reste. Ça, du coup. Exactement. Du coup, voilà, on va essayer d'assurer tant bien que mal la qualité de l'effectif avec juste nous deux, mais je pense que ça devrait aller. On va faire un truc assez tranquille vu que il y a pas non plus tellement à espérer d'une saison qui est déjà très réussie entre guillemets. Voilà, et puis si ça se trouve on va se faire retoquer, on va nous dire que c'est pourri et qu'on tant pis. Et donc dans la deuxième partie du podcast, on va revenir ensemble sur ton expérience à Boston, pendant ton séjour à Boston, parce que tu as eu la chance d'aller voir 2 matchs au TD Garden, mais pas que. Et donc ça, tu nous en diras un peu plus. Moi, ça m'intéresse grandement. Avec plaisir. Cette expérience. Allez, trêve de bavardage, monsieur, je te lance. Ton premier souhait de ta wishlist pour cette fin de saison. Du coup, on va commencer avec un truc peut-être un peu bateau, mais en réalité, je pense qu'on en parlait en off et c'est le plus important. C'est la santé. Et en particulier la santé de Porzingis. Pour moi c'est vraiment je pensais pas qu'il serait aussi clé à la réussite de l'équipe, mais en fait je pense que c'est beaucoup lié aussi avec Al Horford qui a pris des années et là tu commences vraiment à sentir qu'il a vraiment vieilli et du coup en fait ton ancre défensive c'est vraiment Porzingis. Et en plus de ça, c'est un des joueurs peut-être qui offre le plus un petit peu d'upside en attaque, parce que du coup, il crée vraiment énormément de spacing et il apporte énormément. Mais moi, au-delà de l'attaque, que je pense qu'il peut quand même continuer à être assez efficace, même sans Porzingis. Je pense que si tu perds Porzingis, tu perds un peu ton ancre défensive. Et pour moi, c'est vraiment le truc numéro 1 à espérer, c'est que Porzingis se blesse pas d'ici les playoffs, quoi. Et pour l'instant, ça tient. Il a joué quand même déjà 1200 minutes sur cette saison, donc c'est pas rien. Il a presque joué autant qu'Al Horford. Il a moins joué que les gros titulaires. Donc il est déjà bien conservé, disons, ils font vraiment attention à ses minutes, mais tu vois des saisons à plus de 1200 minutes, c'est pas non plus des choses qu'il a fait beaucoup, il a fait 1300 minutes, 1500 minutes, des saisons à 40 matchs, 50 matchs. Là on arrive un petit peu à la barrière où parfois ça pète du côté de Porzingis, donc on va croiser les doigts pour que ce soit pas le cas cette année, quoi. Après t'as complètement raison, c'est la première chose que je m'étais notée, ça paraît évident. La santé de Porzingis, mais des joueurs en règle générale en fait, tout simplement. L'avantage qu'on a pour Porzingis, c'est que nous depuis le début, il joue pas les back-to-back, ça a jamais explosé les nombres de minutes.
par rapport, je pense, à ces équipes précédentes. On sent que le coaching staff fait très attention à ça, au même titre qu'ils font attention avec Horford depuis des années. Moi, ouais, je suis comme toi. Il faut faire attention à la santé de nos joueurs, et j'espère que sur les 25 derniers matchs, on fasse même carrément reposer des matchs à des Tatum, à des Brown de manière alternée, à des Holiday aussi qui est pas tout jeune non plus. Et pour en revenir à Porzingis, ça va être aussi le but, ça va être aussi l'intégration de Tillman, parce que c'est bien joli d'avoir fait le trade, mais il va falloir qu'on le voit. En plus, je vais revenir à ça, on est premier bilan de l'Est avec 8 matchs d'avance sur le deuxième, donc on a une espèce de marge de manœuvre. On peut se permettre de lâcher des matchs, de pas mettre l'équipe absolument type à tous les matchs. Donc oui, complètement. Là, on est vraiment en accord, et je pense que vraiment on n'a rien inventé, c'est logique. La santé des joueurs, on a cette marge de manœuvre assez inespérée. À mon début de saison, on m'aurait dit qu'on avait autant d'avance sur le deuxième à l'Est, et voire même sur toute la ligue, en fait, tout simplement. J'aurais pas cru. Donc la saison se passe tellement bien que c'est vrai que on n'a qu'une crainte, c'est la blessure d'un gros joueur, Porzingis en particulier, mais même de n'importe quel autre gros titulaire, en fait, des 5 titulaires. Ouais, clairement. Mais c'est quand même Porzingis qui m'inquiéterait le plus. Après Tatum, tu vois, des blessures que je pense que tu puisses gérer, en tout cas naviguer un peu autour. Je pense que la pire blessure qui puisse arriver, ce soit Porzingis. Je pense que cette année dans l'effectif, c'est le deuxième joueur le plus important pour la structure de l'équipe et les résultats collectifs. C'est vrai qu'il est tellement monstrueux que c'est vrai. Après, on a vu des matchs sans lui, en fait. C'est là où peut-être moi je suis un peu biaisé, c'est qu'on les back-to-back, il les joue pas et tout. Donc on a joué beaucoup de matchs sans lui. Moi, j'ai toujours trouvé qu'avec Horford, ça tenait, pas plus, mais c'était déjà pas mal. Et avec Hornet aussi en régulière, ça tenait. Bon, après là, je parle pas de ces lignes de play-off où ça serait complètement différent d'un point de vue des matchs. Mais je vais passer à la mienne, si tu veux, à mon souhait. Moi, je me suis noté que il restait 25 matchs. On a un des calendriers les plus faciles de la NBA. Je crois qu'on a le deuxième calendrier le plus facile au niveau des adversaires qu'on va rencontrer. Et moi, j'ai à peu près compté qu'on va avoir 10 matchs contre des équipes très compétitives. Genre, on va avoir les Bucks 2 fois, les Cavs, les Suns 2 fois, Denver. Et j'attends sur ces matchs-là 1 ou 2 statements. Un peu des gros matchs. Et notamment, j'aimerais revoir cette équipe sur une fin de match très accrochée, comme on a vécu contre Denver. Parce que moi, une des dernières questions qui me reste avec cette équipe, j'ai parlé de la saison qui se passait merveilleusement bien, et ça reste la gestion des fins de match, avec ces fins de match où on a souvent vu une attaque très statique à base d'ISO. Je cherche le mismatch, ISO Tatum. Moi, je suis vraiment pas fan du tout. Pour moi, c'est pas ça qui nous fait gagner les matchs au quotidien, en fait. Donc c'est vrai que j'aimerais revoir un match ou 2 ou 3 avec des grosses fins de match, pourquoi pas contre les Bucks, contre les Giannis et les Lillard, pour Warriors. voir si on va développer. Ouais, avant on a les Warriors dans pas longtemps aussi, t'as raison. On va avoir du Dallas aussi, je sais pas, on verra. Et en espérant que ces équipes-là soient au complet contre nous. Et autant j'ai dit que j'étais pas contre qu'on lâche un peu des matchs, pas lâcher, mais voilà, qu'on n'ait pas tous nos meilleurs joueurs sur certains matchs, autant sur ces matchs-là, j'espère vraiment avoir des espèces de prémices des playoffs. Puis pour se rassurer sur ce dernier, pour moi ce dernier, on sait pas trop, c'est ces fins de match là toujours. Moi je suis toujours traumatisé des séries contre le Heat où on se fait démonter dans le clutch. Donc c'est un truc que j'ai bien envie de voir là, sur les 25 derniers matchs. Ouais, je suis d'accord avec toi. En fait, c'était mon point suivant. Parce que dans les situations de clutch, en fait, ils ont été vachement bons, les Celtics. Mais pour moi, c'est pas suffisant pour tirer vraiment des conclusions. Tu vois, dans les parties de clutch, ils ont le deuxième meilleur, entre guillemets, pourcentage de victoire avec derrière les Lakers et Dallas sur des matchs qui sont finis dans le clutch, entre guillemets. Donc je crois que c'est genre moins de 5 points d'écart à 5 minutes de la fin, quelque chose comme ça. Et beaucoup grâce d'ailleurs au lancer franc.
qui a beaucoup aidé. Donc en vrai, c'est une bonne chose de voir qu'on est toujours capable, même dans les derniers cartons, d'aller chercher justement ces points faciles sur la ligne. J'ai des Et gros souvenirs même, de Porzingis Tatum, moi. Il y a des séquences Porzingis ouais. Tatum où en fait globalement Porzingis personne peut le défendre et il va chercher la faute en permanence, qui est vraiment un bonheur personnellement. Ouais, mais franchement, c'est pour ça qu'il y a déjà, en fait, c'est vu que c'est encourageant, j'ai besoin d'avoir des confirmations un peu de ça. Parce que même dans le quatrième carton, c'est le deuxième meilleur net rating, les Celtics, derrière les Knicks. Du coup, tu te dis, bon, bah voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui tournent bien. Mais c'est vrai qu'on a été aussi habitué à des choses qui tournent très mal un petit peu. Donc, ça serait bien de les voir faire un peu plus de répétitions, justement, dans ces quatrièmes cartons pour tester un peu des choses différentes. Et du coup, je peux enchaîner du coup avec un autre souhait que j'ai, c'est d'utiliser plus d'écran sur le porteur de balle. Et je trouve qu'on n'en fait pas assez alors qu'on a une grosse variété de poseurs d'écran. En fait, on a plus de rim runner. Donc ça veut dire qu'il y a plus Robert Williams. Donc ça c'est clair et net. Mais avec Jrue Holiday, même avec Derrick White ou Jaylen Brown comme poseur d'écran, Tatum, enfin en fait tous les porteurs de balles peuvent être des poseurs d'écran et ont aussi cette capacité de jouer potentiellement un peu ce rôle de connecteur, mais aussi de finisseur. C'est aussi quasiment tous des joueurs qui peuvent faire du pick and pop. Et en fait, je trouve qu'on n'utilise pas assez justement ça. Et je trouve que dans tous les cas, il y a souvent assez peu d'utilisation des écrans des petits, que je trouve dommage parce que c'est en fait les petits Derrick White et comment ça s'appelle et Jrue Holiday, c'est des petits qui sont Ouais. très grands, très costauds, un peu comme Marcus Smart était capable de faire justement ces écrans pour créer des calages ou forcer des switches. Et en fait, je trouve que même quand il y a des écrans qui sont faits pour générer des switches, c'est pas assez dynamique. Alors que, tu vois, ils vont faire des écrans juste pour générer un switch et ensuite pouvoir attaquer le switch en isolation. Alors qu'en réalité, tu pourrais faire une vraie action de pick and roll dynamique ou de pick and pop ou même faire, tu vois, un peu des stagger screen avec du coup deux joueurs qui viennent poser un écran, un qui va rouler au cercle et un qui va pop. Et je trouve que parfois on utilise trop ce truc on fait un écran pour obtenir un switch et ensuite l'attaquer. Et t'as pas toujours besoin en fait de séquencer ce truc-là. Et je trouve que ça fait parfois une attaque qui est pas très dynamique. Pas très belle, pas très dynamique. Je pense vraiment à Jrue Holiday, moi, quand tu me parles de poseurs d'écran Mm. qui peuvent après faire plein de choses. Autant à la création pure et dure, on lui fait pas vraiment confiance, hein. Autant dans ce rôle de connecteur, de poseur d'écran et qui peut même jouer du short roll et tout, je pense qu'il est vraiment excellent pour le coup là-dedans. Et t'as complètement raison. Et c'est fou, ça, je vais digresser un petit peu. On peut se permettre du coup, vu qu'on est tous les deux, c'est que souvent nous, dans notre conversation du trèfle, le match est gagné, comme bien souvent, et on est les premiers à dire c'était pas très beau, c'était pas très beau. Et le C'est pas vrai. très beau, ça donne une des attaques les plus prolifiques de l'histoire, si c'est pas la plus prolifique en termes de rating. Alors pas par rapport à la moyenne de la ligue, mais en tout cas en termes de points pour 100 possession, c'est monstrueux ce qu'ils font cette année. Et c'est vrai que nous, bien souvent, moi le premier, en fait c'est une attaque qui est hyper efficace par son talent, je pense, pas excessivement belle à voir jouer. Et ça, je te rejoins sur l'utilisation des écrans, un peu d'inventivité tactique et un peu plus tu parlais de plus de mouvement, ouais, de un peu plus dynamique. C'est vrai que on se dit que ça sera encore plus facile d'être performant en fait, en utilisant moins de talent finalement quelque part, même si ce talent de connecteur, qui puissent tous popper et faire du pick and pop et tout, c'est un truc qui est déjà extraordinaire. Mais c'est vrai qu'on se dit qu'on pourrait avoir encore mieux. C'est assez dingue. Bah ouais, c'est assez dingue et c'est surtout qu'on sait comment ils pourraient faire mieux. Tu vois, c'est pas comme si ils faisaient déjà très bien et on sent qu'il y aurait de la marge mais on serait pas capable de mettre le doigt dessus. Là, je trouve que c'est même assez évident la manière dans laquelle ils pourraient être encore plus efficaces. Et d'ailleurs, ça peut être même un peu, du coup, un peu frustrant parce que du coup, tu te rends bien compte que il y a quelque chose qui est perfectible, qui est assez évident, mais qui est pas forcément vraiment mis en place, quoi. C'est clair, c'est clair. Écoute, personnellement, on l'espère, mais j'y crois pas trop.
ça marche tellement bien que je sais pas si le coach a cette volonté réelle de modifier ce qu'ils font depuis le début de la saison et même depuis l'année dernière finalement. Parce que notre style de jeu, il a pas vraiment évolué entre les deux saisons, je trouve pas. T'en penses quoi? Mm. Je trouve qu'il a pas évolué. Je trouve il a gagné un peu en variété comparé à avant. Et justement, je crois que j'avais fait un espèce de graphique là-dessus où je comparais un petit peu les play types Mm. d'une année sur l'autre. Je faisais la soustraction des anciens play types face aux nouveaux. Et voilà. Donc en gros, pour donner un peu des chiffres, là, je les retrouvais. On fait plus 4,6 post-up par match cette saison. Donc tu vois, ça c'est quand même une sacrée augmentation du nombre de possessions dans ce rôle-là. Du coup, c'est beaucoup Ouais, Porzingis, mais pas seulement. Tatum, Ouais, il y a Tatum aussi, mais même et Brown. encore ça c'est que des Brand, même je Holiday, mais ça encore c'est que les play types, ça compte que les situations où ça finit par du post-up. Mais en fait, il y a beaucoup de création qui se fait par du post-up dans tous les cas, donc je pense que c'est même sous-évalué cette augmentation. Et par contre, ce qu'il y a beaucoup moins cette saison, c'est du spot-up et des mouvements et des tirs après un écran. Donc en fait, bah du coup, c'était un petit peu ce qui était fait beaucoup l'année dernière avec du kick-out, où il y avait beaucoup plus en fait quand même l'année dernière de drive and kick un peu basique. Et du coup, ils se sont rendus compte que bah si tu fais ça, le jour où tu n'arrives pas à drive face à une défense de Miami par exemple qui t'empêche de driver parce que bah t'as des mecs qui sont capables d'attaquer le cercle sur du drive en saison régulière, mais qui peuvent aussi être vite emmerdés selon des situations où les défenses mettent des schémas en place où du coup c'est compliqué. Donc tu sens qu'il y a un peu moins de le 3 points. La manière dont vient les 3 points est peut-être un peu plus recherchée qu'avant et un peu moins un petit peu basique drive and kick. Il y a un peu plus de recherche, mais ça reste du coup quand même une grosse fréquence à 3 points et très peu de fréquence au cercle en fait. C'est bah de toute façon, je pense que maintenant les gens ont à peu près les chiffres en tête, mais c'est une des équipes qui va le moins au cercle de la NBA, les Celtics, donc c'est la 27e à la fréquence au cercle. Et il y a une autre statistique qui donne le location effective field goal, donc qui serait le effective field goal, donc l'efficacité au tir que tu aurais si tu étais à la moyenne sur toutes les zones du terrain. Donc en gros, c'est un peu un moyen d'avoir ton effectif field goal seulement en fonction de ta fréquence et un peu de donner un classement à ta fréquence comparé aux autres. Et en fait, bah, Boston, ils ont la 22e pire typologie de fréquence entre guillemets, mais ils ont la 3e meilleure réussite au tir. Donc en gros, tu fais un jump de 19 places dans le classement parce que tu as une capacité de shootmaking qui est supérieure à la moyenne, Ouais. mais le jour où ça va pas rentrer, bah Et ben là, voilà. tu rejoins, tu me fais une transition de l'enfer pour mon point d'après, parce que ça, c'est un point classique. En plus, nous deux, on est un peu des dingos de ça. C'était cette fameuse séquence au cercle. Tu nous avais fait un petit graphique, là, sur Twitter de souvenirs, avec, ben, la fréquence au cercle et l'efficacité. Et nous, on est excellent en efficacité au cercle. Mhm, On y va, mhm. effectivement, comme tu disais, très peu, trop peu à mon goût. Et effectivement, on est tous dans cette recherche. En plus, c'est un peu un débat éternel avec ces équipes de Boston, le fameux 3 points. Et on dit toujours, c'est pas qu'on en prend trop, c'est que le soir où ça rentre pas trop, faut être capable d'avoir autre chose dans son arsenal. En ce sens, Porzingis, moi je trouve apporte une vraie différence proche du panier sur post-up, Tatum aussi. Mais c'est vrai que plus attaquer le panier, comme tu dis, on a un Brown qui est quand même un driver excellent. On aimerait qu'il soit plus aidé par du jeu d'écran, tu l'as dit tout à l'heure. Moi, je trouve que pour faciliter ces drives au panier directement, et je trouve que c'est des choses qui sont importantes qu'on aimerait avoir plus. Tu m'as dit avant l'enregistrement que là, sur le dernier match de New York, eh bien, on avait une très grosse Ouais. séquence pour le coup. On y viendra peut-être plus tard, ça vient peut-être de conseils que le coach aurait reçu d'éléments. D'ailleurs, je suis très fier de moi d'avoir sorti ça. On en reparlera tout à l'heure. Mais voilà, donc ça c'était un de mes points, c'est effectivement la fameuse fréquence au cercle euh, qu'on aimerait toujours plus présente. En plus, vraiment, ce qu'il faut souligner pour les auditeurs, moi, à mon avis, c'est qu'attaquer le cercle, c'est pas que dire ah ben tiens je me rapproche du panier. Ça peut faire tomber des fautes plus facilement.
donc créer des lancers francs, qui est le tir le plus rentable du basket. Ça reste des tirs très rentables, et éventuellement aussi des putbacks, des robots offensifs, avec quand même on a des grands, on joue plus si petit que ça, donc un Porzingis peut être une vraie menace là-dessus aussi, en cas de lay-up raté notamment. Donc vraiment pour moi c'est une action de jeu qui amène des choses positives en plus des points potentiellement. Donc en ce sens je trouve ça super important. Ouais, clairement. Après, il y a il y a la fréquence au cercle, et il y a une autre stat qui peut être intéressante à regarder, c'est les paint touches, donc les ballons touchés dans la peinture, qui du coup, parce qu'en fait le problème de la fréquence au cercle, elle traduit que des séquences qui se finissent au cercle. Mais si tu arrives à contracter la défense, dans la peinture autour du panier pour ensuite profiter de ce qui vient grâce à ça, ça peut aussi, tu vois, être un bon indicateur, plutôt que pas toujours regarder où ça finit, mais regarder par où ça passe, un petit peu identifier les circuits, en fait, tout simplement qui sont utilisés pour avoir des tirs ouverts. Mais ce qui est ouf à Boston, c'est que en fait, il n'y a jamais eu une bonne fréquence au cercle depuis l'ère Brad Stevens. En fait, la dernière fois qu'il y a eu une fréquence au cercle, en tout cas la dernière fois que Boston a été une des 10 équipes qui va le plus au cercle de la NBA, c'est 2015-2016. Donc la première année Isaiah Thomas. Et sinon, depuis, c'est 16e fréquence au cercle, 24, 27, 15e, et depuis, 25, 22, 25, 27, enfin, très, très mauvais. Ouais. Et par contre, la Boston est dans les équipes qui tirent le plus à 3 points depuis l'ère Stevens, quoi. Comparé un petit peu ça ressemble un tout petit peu quand même à ce qui pouvait se faire pendant les années Celtics de Garnett, Pierce et Allen, où ils allaient quand même beaucoup plus au cercle, mais ils étaient quand même bien équilibrés. Après, c'était aussi une période de NBA qui était plus équilibrée, un peu moins dans parfois la caricature et l'oubli du mi-distance, quoi. Donc là, tu es en train de trouver un énième point commun avec la saison 2007-2008, qui a mis au titre, parce que moi je vois popper des trucs où globalement je crois que le bilan est le même, alors où on enregistre, le bilan est le même entre cette année et 2007-2008. Enfin, il y a beaucoup de points communs, il faut pas trop qu'on en parle, on va se porter malheur. La poisse. Oui. Puis alors, moi, ce qui m'a fait mourir de rire, c'est quand ils ont comparé du coup le trade pour Porzingis au trade pour Kevin Garnett. Oui, genre, est-ce que vous avez idée de ce que représente Kevin Garnett en termes d'impact sportif? Et encore une fois, je parle vraiment avec un immense respect et admiration pour ce qu'il est en train de faire sportivement Kristaps Porzingis, parce que du coup c'est vraiment assez exceptionnel l'impact qu'il a sur les Celtics cette saison, et c'est mieux qu'attendu. Mais on parle d'un mec qui a changé vraiment l'équipe des Celtics, et même la franchise sur les années où il y était. Enfin, on parle d'un mec qui était en moyenne à genre plus 10 de on-off, qui faisait augmenter tous les indicateurs défensifs et offensifs. C'est ouf. Et c'est bien plus que, je veux dire, c'est une bien plus grosse différence de avant-après Garnett que avant-après Porzingis. Donc, ouais, c'est un peu pour remettre quand même l'église au centre du village, et les points sur les i. Ça marche. Tiens, individuellement, moi, il y a un joueur que j'aimerais avoir un rôle légèrement différent, enfin, en tout cas, faire des tests, entre guillemets. On parlait de reposer des joueurs tout à l'heure, c'est un peu mon obsession du soir. J'aimerais que sur les soirs où, admettons, on a un Brown ou Tatum out et un des deux grands, j'aimerais voir Jrue Holiday un peu plus présent offensivement. Moi, je suis très content de sa saison en fait à Jrue Holiday, mais dans un rôle de role player tout simplement. Donc, il rentre ses 3 points de manière exceptionnelle. Il n'a jamais eu des si bons pourcentages en carrière. Et parfois, j'aimerais, dans la mesure où on a peut-être moins de titulaires, on a peut-être moins de force de frappe, voir s'il peut prendre un peu le jeu à son compte. Pas trop, hein, mais j'aimerais faire des tests en fin de saison pour voir ce que ça peut donner. Parce que finalement, on a très très peu vu. Moi, je m'attendais à ce qu'il ait beaucoup plus la balle entre les mains, et finalement, ce que je pensais qu'il aurait, c'est plutôt White qui l'a pris. Ça a été très dilué
Enfin, par exemple, tout ce que faisait Smart, ça a été vraiment dilué entre les deux. Vraiment, j'ai l'impression. Avec, pas l'explosion de White, mais sa confirmation à très haut niveau. Et, Mhm. à son niveau excellent. Donc oui, parfois, notamment au scoring, moi je vois un nombre de matchs où je vois l'idée, il prend moins de 7 tirs je suis surpris. Alors je suis pas déçu parce que du coup je pense qu'il a quand même un énorme impact et je pense que ça reste un joueur hyper positif. Mais voilà, j'aimerais bien voir ce que ça peut donner parce que je me dis que sur des matchs de playoff, je serais peut-être content un jour de le voir prendre 2-3 minutes un peu à son compte. Je pense pas que ça arrivera parce que j'ai l'impression vraiment que c'est lui qui s'est mis dans ce rôle de role player de luxe et que ça lui suffit, ça lui convient. Mais j'aimerais peut-être le voir de temps en temps, peut-être faire un carton ou deux juste pour rappeler qu'il en est capable tout simplement. Bah alors du coup c'est bien parce que je pense que ça doit être la première fois depuis longtemps où on va vraiment pas être d'accord. Ouais, je sais, je suis pas fan. Après, t'as vu, j'ai mis beaucoup de nuances. Do- ouais, mais tu soulèves un bon point parce que tu parles de ce que toi t'as l'impression de voir visuellement et en réalité, tu vois par exemple l'année dernière, Jrue Holiday il était assisté sur 42% de ses 3 points. Cette année, c'est 73% de ses 3 points où il est assisté. Donc, C'est énorme. Enfin, tu vois, son nombre de catch and shoot a rattrapé son nombre de pull-up comparé aux années précédentes. Ça s'est même inversé la tendance, alors que avant il prenait genre 2 pull-up pour un catch and shoot. Maintenant, c'est 2 catch and shoot pour un pull-up et Dieu merci. Mais du coup, c'est aussi pour ça, tu vois, t'expliquer qu'il a jamais eu d'aussi bon pourcentage à 3 points. Il a jamais été autant assisté à 3 points. Il est plus assisté à 3 points que sur sa saison rookie cette année. Donc c'est vraiment, il y a un gros changement et tant mieux parce qu'en fait il est bon sur catch and shoot. C'est quand même dommage de pas utiliser ça. Et même sur les autres tirs, il est 2 fois plus assisté que précédemment. L'année dernière c'était 30% de ses paniers qui étaient assistés. Cette année c'est 57%. en fait, Et offensivement, le ouais, mec fait vas-y. plus le même métier. Non, Rapport à ses années Milwaukee notamment, hein, le mec fait plus le même métier. Autant défensivement, je pense que son rôle il est. même défensivement ça a Ouais. changé parce qu'il y a beaucoup moins de point of attack vu que t'as Derek White au final. Donc alors après c'est un joueur qui a l'air, enfin qui, bah, c'est pas qui a l'air, qui se fond dans différents rôles. Alors je pense que le rôle qu'on lui demande cette année est beaucoup plus simple pour un mec de ce niveau-là. Mhm. On lui demande moins, donc moi, je le trouve excellent dans ce qu'il fait. Dis-moi pourquoi toi tu veux juste le laisser comme ça, il te paraît très bien dans ce rôle-là. Ah ouais, moi je veux surtout pas qu'il en fasse plus et surtout ce serait en plus enlever du coup de la partie création à Derek White qui pour moi du coup c'est un truc sur lequel on doit continuer de construire parce que par contre à l'inverse Derek White il est passé d'avoir 67% de ses paniers qui s'étaient assistés à 59% de ses paniers qui sont assistés et sur le 3 points il est passé de 90% à être assisté à 77%. Donc lui a fait le chemin inverse Derek White. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'il a réussi à augmenter en efficacité en faisant ça. Donc il est plus efficace au cercle qu'avant, il a un meilleur pourcentage à 3 points, donc il est vraiment meilleur partout, tout en ayant plus de création. Donc peut-être qu'il y a une surchauffe, mais j'ai besoin que Derek White il continue de surfer sur cette augmentation de la création pour pouvoir justement continuer de le tester dans différentes séquences, alors que dans tous les cas, Jrue Holiday, il a été testé toute sa carrière sur ça. Donc j'ai pas besoin de le voir essayer de le faire aux Celtics parce que je sais ce que ça donne, je l'ai vu avant et je sais à quel point ça peut être perfectible mais aussi parfois ça peut être utile dans des moments où tu es coincé. Mais là où j'ai besoin de plus travailler de la création, ça va être sur Derek White qui est du coup encore à un moment de sa carrière où c'est pas complètement développé, ou en tout cas c'est plutôt quelque chose de nouveau. Donc j'irai pas rechercher, je serais où l'idée quelque chose que j'ai déjà vu dans ces années précédentes. Plutôt je continuerai d'appuyer sur la création de Derek White parce que c'est quelque chose qu'on découvre, mais qu'on a découvert pour l'instant que sur 75% du saison et j'aimerais qu'on continue à appuyer dessus pour le reste de la saison. Ouais. Après, tu vois, tu parles de création, moi, ça serait plutôt sur du scoring pur, en fait, tu vois. Parce que quand je te parlais des nombres de shoots par match et tout, qui me paraissent vraiment faméliques, Hmm. tu vois, qu'on aille plus le trouver sur des cuts ou des choses comme ça, Hmm. souvent, là, je le trouve, bah, il est dans un coin ou à 45 et il attend. Et je me dis, quand même, tu parlais justement, on en parlait avec ces fameux écrans, cette attaque un peu plus fluide et dynamique. Je pense que lui, il peut vraiment s'inscrire là-dedans et vraiment y être excellent.
Et en plus, parce qu'après il peut te servir en plus de spot-up shooter et tout, il est vraiment très bon. Tu vois, vraiment pas forcément balle en main, mais vraiment sur du scoring pur et dur en fait finalement. Ouais, bah tant qu'il n'y a pas de création entre De guillemets, pick and roll. ouais, tant que c'est pas lui qui est le créateur, mais plus de finition par Jrue Holiday, oui, pourquoi pas tester différentes choses, mais au niveau de la création, non, 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 je pense que De c'est toute façon, nous, pas. je pense qu'on est quand même dans une équipe où on va rechercher une création plutôt collective qu'individuelle de toute manière. Parce qu'on n'a pas ce créateur d'élite qui va pouvoir assumer une charge phénoménale. Tu vois, même Tatum, c'est pas Doncic. Donc nous, on est dans cette recherche, je trouve, moi, de création collective sur du mouvement qu'on aimerait voir plus, de manière à compenser cette absence de créateurs d'élite de mi-terrain en play-off à énorme volume. Hmm. Oh, bah c'est sûr que dans tous les cas, t'as pas le mec qui peut créer vraiment de rien, donc t'es obligé d'avoir du mouvement. Et les fois où justement ça coince, c'est les moments où du coup t'as plus de mouvement. Et vu que t'as personne qui peut vraiment créer de rien, bah ça coince un peu quoi. Ça marche. Il te reste des petites cartouches? Allez, j'en ai trois. Yes. En plus Qui finit. c'est sur des joueurs, donc ça va aller vite. Mais moi, j'aimerais que Jalen Brown reprenne un peu l'habitude qui semblait avoir pris d'aller plus au cercle et plus sur la ligne de lancer franc. Il était arrivé à un moment dans la saison sur plusieurs matchs d'affilée, aller beaucoup sur la ligne, c'est en train de redescendre. Je trouve ça dommage parce que ça avait vraiment dû apporter beaucoup de bénéfices à l'attaque des Celtics et même à lui, à son efficacité et à son utilisation. Donc ça, je trouve ça dommage. Je trouve ça aussi dommage que la partie un petit peu playmaking où on essaye de l'utiliser comme créateur tertiaire, secondaire pour autrui, elle soit pas plus mise en avant sur des schémas, surtout pour trouver Porzingis, qui est une cible facile pour un créateur moyen entre guillemets. Et la dernière chose, ce serait plus utiliser Porzingis à la passe aussi. Je trouve ça vraiment incompréhensible d'avoir un joueur aussi bon à la passe qui est aussi sous-utilisé à la passe. Donc je Mm. sais pas si c'est lui qui fait pas les passes. Au début, je pensais que ce gars était un trou noir parce qu'il lâchait pas la balle. Je commence à me dire que s'il lâche pas la balle, c'est parce qu'en fait il l'a pas souvent dans les mains pour la lâcher. Et tu vois sur des pin down action, sur des cuts, même sur du short roll, il peut être utilisé. Et en fait, il a des bons réflexes. Il fait de bonnes passes, il a des bonnes mains, il fait des bonnes lectures. Et en plus, il est plus grand que tout le monde. Donc, il envoie la balle par au-dessus de tout le monde, en fait. C'est clair. Et structurellement et dans la géométrie du terrain, bah, il peut atteindre à des endroits que les autres peuvent pas. Et pour moi, c'est sous-utilisé et c'est vraiment dommage de l'utiliser que comme finisseur quand tu peux l'utiliser aussi comme presque connecteur, en tout cas comme initiateur parfois secondaire ou tertiaire aussi. Donc voilà ma wishlist pour le Joe. Je rajoute, là tu parlais de la fréquence au lancer franc de Brown, alors lui surtout, parce que c'est bien d'y aller, mais il va falloir les mettre, les lancers francs. C'est catastrophique cette année, on est à Ouais, 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 68. ouais, ouais. J'étais en train de regarder. Et Tatum, on est sur sa plus mauvaise saison aussi en carrière. Il doit être à 81, un truc comme Mm. ça. Alors que c'était un mec qui était plutôt aux alentours des 85-86% historiquement. Et on le voit, enfin, il n'y a pas besoin d'aller regarder les chiffres. Brown, c'est un 2 sur 2 de Brown, c'est pas tous les soirs, hein. C'est assez flippant. Bah J'entends ouais, dire ouais. qu'un coach fait du hack JB. Je- c'est un truc parce que je trouve vraiment que c'est assez déjà dommage parce que ça nuit à son efficacité et puis on sent que c'est un mec qui doute sur la ligne clairement, qui est pas sûr de ce qu'il fait. Bah ouais, bah, c'est parce il lui manque du toucher, de la coordination, enfin ça se voit. D'ailleurs, je sais pas comment il arrive à avoir des tels pourcentages à 3 points en étant un si piètre joueur de lancer franc avec ces mécanismes et ce toucher-là, mais bon, oui, mais même dans tous les cas, même 70% au lancer franc, c'est toujours mieux que sa réussite au cercle.
Donc en fait tu prends dans tous les cas. Et le dernier truc, ouais, on s'était dit en off, je sais pas si on l'a déjà redit, mais c'est vraiment de voir un peu comment Tillman peut être utilisé à la place d'un Al Horford qui ressemble de plus en plus à son fantôme. Oui, bah ouais, comme on a dit, moi j'espère le voir, parce que quitte à avoir fait le trade, autant le voir sur des vraies minutes. Là depuis la reprise du All-Star Weekend, bah là hier soir contre New York il a pas joué, et l'autre jour il a dû faire un bout de garbage time contre Chicago. Faudra pas hésiter à mon avis à le mettre à la place de Cornet par exemple, ou déjà sur tous les back-to-back il y aura un des deux grands qui jouera pas, donc il y aura des minutes à prendre. Complètement d'accord. Allez, ben on va enchaîner sur la deuxième partie du podcast. On a parlé en début de podcast qu'on allait revenir sur tes aventures dans le Massachusetts. Donc effectivement, tu as été voir 2 matchs au TD Garden. Et donc, je disais en début de podcast que cette expérience, elle s'était pas arrêtée là. Elle s'était pas arrêtée à l'expérience spectateur du mec qui est à sa place et qui va voir le match. Donc tu vas nous parler de ce que tu as vécu, mais d'abord moi j'ai une question à te poser, Azad, parce qu'en fait là je fais l'interview d'Azad. On a eu le Azad membre du trèfle, mais là c'est l'invité. Je voudrais savoir si tu me rappelles à peu près la date à laquelle tu t'es lancé sur Twitter à faire des threads, à écrire des articles pour QI Basket, à peu près. C'est une très bonne question. Je pense que ça date. Attends, je vais te trouver la date du premier article, mais je sais quand c'est que l'idée m'est venue. En tout cas, je sais c'est quand la première fois que j'ai ouvert Word pour écrire sur du basket. C'était la 2e semaine d'avril de l'année dernière, du coup en 2023. Ouais, parce que du coup, en fait, il s'était passé des trucs perso dans ma vie, puis j'ai redéménagé à Grenoble, et l'hiver, en gros, j'ai préparé le marathon. Et en gros, après la prépa du marathon, du coup, le marathon avait lieu début avril. Et en fait, une fois que la prépa marathon est passée, et t'as beaucoup de temps. Et en fait, arrivé les playoffs. Et du coup, je me suis dit, ça pourrait être sympa que enfin je prenne un peu le temps d'écrire sur le basket, parce que c'est un truc, le basket, c'est un truc que je connais pas, je suis pas un expert, mais c'est un truc que je suis depuis que j'ai 15 ans. Et j'avais parfois un peu écrit pour des projets de recherche, c'était plutôt en anglais, mais du coup, je m'étais mis à écrire. Et du coup, le premier article, ça date du 16 avril 2023. 16 avril 2023. Donc, premier article 16 avril 2023, c'est Guillaume du Basket Lab qui t'a un peu poussé à aller prendre contact avec les mecs de chez QI Basket, si je dis bêtises, tu me dis pas, tu me dis si je dis des bêtises. Et donc on est passé du 16 avril 2023 à février 2024, où tu te retrouves dans une salle de conférence de presse au TD Garden à poser des questions à notre cher coach, à Tatum, à Horford, et là tu vas nous expliquer ce que tu as vécu, mais la rétrospective des 10 mois me paraît, moi d'extérieur qui ai suivi ça d'assez près, ça me paraît assez bluffant et assez, je sais pas, j'ai pas le bon mot, mais ça me fait sourire parce que passer de tiens j'ai un projet, tiens j'écris un article, et 10 mois plus tard je suis dans la salle de conférence de presse, c'est assez bluffant. Vas-y, je te laisse. C'est allé super vite, et en plus là, avant les premiers articles sur QI, du coup je les écrivais du coup sur Medium, où du coup j'avais absolument pas d'audience, parce que personne n'utilise Medium, et puis même moi je sais pas pourquoi j'ai foutu ça sur Medium en vrai, et je l'ai posté juste dans le Discord du Basket Lab en fait, parce que en réalité le Discord du Basket Lab c'est peut-être le meilleur endroit sur Internet en français pour parler de basket, je pense. C'est-à-dire que c'est hyper bienveillant. Tu peux parler de énormément de différents sujets. T'as des personnes qui sont vraiment, vraiment calées là-dessus, qui sont plus dans une volonté de découvrir et de faire découvrir. Et du coup, c'est pour ça il y avait cette espèce de microcosme du Basket Lab, du Discord, qui était hyper bienveillant. Je me suis dit, franchement, si je peux au moins essayer d'écrire un truc et voir comment c'est reçu dans ce petit microcosme, parce que du coup
En fait, c'était surtout avec ces gars-là, dans tous les cas, avec qui j'avais surtout envie d'échanger, parce que c'était ceux avec qui j'échangeais déjà au quotidien, entre guillemets. Mais du coup, je m'étais dit, bah, j'ai quand même envie d'écrire, et je pense que c'était un bon endroit pour publier les premiers articles, parce que je savais que je présentais quelque chose où moi, j'étais pas confiant sur le contenu, mais j'avais confiance en ces gars-là pour me faire des retours sincères, et pour me faire des retours constructifs. Mhm. Donc du coup voilà un peu comment ça s'est lancé, bah ouais, surtout grâce au Discord, et du coup grâce à Guillaume, et puis après avec les gars de QI Basket qui m'ont toujours aussi franchement poussé et aidé à faire du contenu et tout. Donc ça a toujours été, franchement ça a été que du bonheur, et ça l'est toujours d'ailleurs. Et du coup après, ouais, en fait, je suis allé à Boston pour une semaine, du coup, vu que c'était la question de base. Et en gros, j'ai réussi via QI Basket à avoir des accréditations médias. Et en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, quand tu as des accréditations médias, mais ils t'envoient juste un mail et ils disent, bah voilà, t'es accrédité, démerde-toi. Et du coup, moi, je savais pas où était l'entrée, je savais pas ce que j'avais le droit de faire, ne pas faire, enfin comment ça se passait. Donc déjà, j'ai posé beaucoup de questions à notre Zach, j'allais dire Zaclo national, je sais pas exactement, mais à Benjamin du coup Moubèche, j'espère que je prononce bien son nom de famille, qui est à San Antonio pour suivre Wembanyama. Et en fait, et du coup, je lui posais pas mal de questions sur comment ça se passait, mais après il me disait aussi que d'une ville à une autre, ça peut changer. Du coup, j'ai essayé de prendre contact avec des journalistes de Boston. J'avoue que je me suis pris beaucoup de vent. Et le premier qui m'a répondu, du coup, c'est Sam Lafrance. C'est pas une blague, apparemment c'est vraiment son nom de famille. Et du coup, qui lui était pas sur Boston à ce moment-là, mais m'a mis en contact avec Jack Simone, je sais pas, qui bosse au Celtics Blog. Du coup, beaucoup de mecs, au final, beaucoup de personnes du Celtics Blog avec que j'ai rencontré. Et c'est lui qui a un peu fait mon guide, du coup, à travers tout ça, parce que c'est beaucoup de couloirs, d'immenses couloirs blancs avec des portes sans nom, et du coup, tu sais pas où tu te retrouves. Et du coup, voilà. Et puis, une fois que j'étais dedans, bah, tu peux assister à l'échauffement. Du coup, t'as Sam Cassell et Charlie Lee et d'autres assistants coach, Phil Prissy, qui sont du coup en train de regarder des films, regarder les joueurs s'échauffer. Et du coup, c'est surtout les joueurs qui sont un petit peu fond de banc, qui vont pas jouer, qui s'entraînent 3 heures avant. Donc en fait, pendant que eux s'entraînent, Tatum il est même pas encore arrivé au TD Garden, et eux ils sont déjà en train de faire les échauffements. Et puis après, une fois que ça c'est la partie très chill, très douce, parce qu'en fait t'as personne dans les gradins, et du coup t'es un peu là, peu privilégié, tu peux un peu échanger avec les assistants coach, tu peux échanger avec les autres journalistes qui sont là sur place aussi, et là c'est vraiment vide. Et puis après t'as la première conférence de presse qui arrive, et déjà ça s'accélère beaucoup, c'est beaucoup plus dynamique. Et puis ensuite quand tu retournes voir les joueurs s'échauffer, t'as beaucoup plus de joueurs, mais t'as déjà beaucoup plus de public, t'as ceux qui sont en VIP et qui sont aussi au bord du terrain, enfin, et c'est tout de suite beaucoup plus dynamique. Et après ça l'est jusqu'à que la conférence de presse de fin de match se termine, où après le calme un peu revient. Mais voilà, mais c'est beaucoup de moments très privilégiés au final. Donc voilà, ouais. C'est un peu pour ça que je voulais en venir de ces 10 derniers mois où voilà, tu te retrouves. Donc je l'ai dit tout à l'heure, à poser des questions un peu à tout le monde. On a fait une allusion tout à l'heure. Donc ta toute première question à Joe Mazzulla, c'est justement sur la fréquence au cercle. Donc il te fait une réponse totalement bateau. À base de on prend ce que la défense nous donne, hein. Donc une vraie réponse de coach. Et donc à la fin du match, tu reprends le micro pour poser ta question. Il t'interrompt dans ta question pour te demander si tu avais compté les lay-ups ratés sur le match contre Memphis, en plus qu'ils avaient gagné 30 matchs, et avec un regard mais vraiment très très noir. Moi c'est la première fois que je regardais autant les conférences d'avant-match et d'après-match, parce que j'étais comme un fou, que tu poses des questions et tout ça. J'étais à fond, et avec un regard vraiment noir où clairement tu dis t'as le mec qui est un fou furieux. Et pour en revenir au mec fou furieux, t'as écrit un article sur tout ça sur QI Basket que je vous recommande vraiment d'aller lire. C'est vraiment cool, faut vraiment se poser 10 minutes, parce que notamment, je pense que si t'es fan de Boston, c'est parlant, ça te parle. Et si t'es fan de NBA, juste un peu de vivre un rêve et d'être un peu dans le microcosme de la NBA pendant 2 matchs, je trouve que tu l'as bien écrit, t'as bien rendu ce truc assez avec pas mal d'émotions.
Et tu mentionnes dans l'article une petite discussion avec Joe Mazzulla en off entre guillemets, très très petite. Alors je vais pas forcément te demander ce qu'il t'a dit. Moi, ce que je voulais te demander, c'est si tu avais pu apercevoir un mec un peu différent de ce que nous on voit d'extérieur. C'est-à-dire que moi, je vois un mec hyper froid, un peu en mode vieux coach de Ligue 1, seul contre tout, nous contre unis contre le reste du monde, un peu soupolé, très très dur. Et je voulais savoir si sur cette petite minute de discussion en off, déjà t'avais pu lui dire ce que qui t'étais. C'était un petit Français qui débarquait pour 2 matchs et tout machin, ou et si t'avais pu voir un mec un peu plus cool, chill. C'est pas que à ce moment-là que tu peux voir un mec beaucoup plus cool et beaucoup plus chill. C'est dans tous les moments où du coup qui sont pas filmés entre guillemets. Par exemple, juste après la conférence de presse d'avant-match, il fait aussi un passage avec Abichin ou Scalabrin avec le plateau télé, tu vois, qui est juste derrière. Et rien qu'à partir du moment-là où il est assis avec eux, il est très détendu, c'est beaucoup de blagues. En fait, dans les moments qui sont pas à la caméra, il est très détendu. Je pense que c'est un mec qui est très drôle. Sincèrement, je pense c'est un mec qui est un peu un pince sans rire en fait. Ça doit être un peu un anglais dans une autre vie, tu vois, je pense. Et il y a un peu ce côté-là. Et je pense que quand même quand t'es dans une conférence de presse, je pense que en tant que coach, bah peut-être que ouais lui il est un peu sur la défensive parce que d'un côté tu peux aussi te retrouver à des questions qui peuvent être compliquées et puis je suis pas sûr qu'il soit fan de l'exercice en réalité et donc je pense que ça joue aussi et pas pour entrer dans le détail de la conversation mais ce qui est marrant c'est que juste après du coup qu'on ait la conversation entre lui et moi il était en fait en train de parler avec des gens qu'il avait invités, qu'il devait connaître, je sais pas exactement d'où, mais à qui il avait offert des places un peu privilégiées, enfin des places VIP, qui avaient pu parler avec les joueurs, enfin visiter un peu les coulisses et tout. Et il y avait beaucoup de monde qui était venu le remercier et ça se voyait qu'il était ouais, c'était quelqu'un qui a beaucoup j'ai envie de dire qui care beaucoup, je saurais pas le dire comme ça en français, mais qui est vraiment attentionné aux autres, qui est très orienté sur l'humain, et ça se voit aussi avec tous les trucs qu'il fait avec les jeunes. Il intervient dans beaucoup, par exemple d'écoles, des trucs comme ça, souvent en ligne, tu vois, pour donner un petit peu des inspirations ou parler avec des plus jeunes. Donc je pense qu'il est très orienté quand même sur l'humain. Donc voilà, un petit peu ce que j'ai pu en retenir de l'homme plus que du coach. Et après, le coach sur les questions, je trouve que j'ai pu poser. Je trouve qu'à la première question, il a vraiment répondu à côté et Ouais. il a pas du tout donné une réponse orientée basket. Et toutes les autres réponses, toutes les autres questions que j'ai posées, il est allé dans le détail aussi des statistiques. Tu vois, sur la question que je pose sur les rebonds offensifs, il parle de shoot margin. C'est quelque chose que j'avais rarement entendu en tout cas. Et surtout, il disait qu'à un moment dans le match, ils étaient à -9. Donc ça veut dire que c'est des trucs qu'il regarde en direct. Tu vois, ça permettait d'avoir un peu des insights. Il était conscient qu'ils étaient moins bons sur ça l'année dernière. J'avais parlé des ratings aussi à un moment de Tatum avec et sans lui sur le terrain. Et parce que je voulais qu'il me parle de l'utilisation de Jalen Brown, mais je savais pas s'il allait le faire. Et en fait, il est directement allé sur ça parce que il avait conscience que tu vois, c'était un peu le sujet. Donc voilà, je trouve que il a été très bon à répondre aux autres questions. Et je pense qu'il y avait aussi une partie qui m'a pas forcément pris au sérieux sur la première question parce que oui, il y a un mec que t'as jamais vu nulle part et qui lit ses chiffres un petit peu les uns après les autres. Tu dois dire bon. Le mec, il est en stage de troisième, on l'a envoyé pour me poser une question à la con, là, donc je vais lui donner une réponse à la con aussi. Super. Bon, on voit qu'il a dû te filer un petit bifton par la même occasion et de nos fans. Magnifique. C'est terrible, terrible. 2 jours passés dans le microcosme, mais le mec est corrompu. Ouais, non, mais c'est vrai que je pense que je retournerai à être très critique en playoff, mais là, je pense il m'a mis un peu des étoiles dans les yeux, du coup, pour l'instant, c'est ça, mais je pense que arrivé mi-avril au moment des playoffs, je vais redevenir son premier hater. Ça va Pas de ressortir souci la pour ça. machine. Ouais. J'ai une petite question, j'en ai une ou deux de plus. Vas-y.
t'es quelqu'un qui du coup écrit maintenant beaucoup sur la NBA, tu fais beaucoup de threads tactiques sur Twitter. C'était la première fois que t'allais voir un match NBA en live, hein. Ouais. Au ressorti de ces deux matchs, de cette première expérience en live dans la salle NBA, t'es revenu, est-ce que tu penses que ton analyse basket, elle a pu évoluer par certains points, que ça soit sur ce qui peut être sur le terrain ou même hors terrain, ou pas tant que ça finalement? Je pense que s'il y a un truc qui a été intéressant que j'ai pu observer, c'était quand les assistants de coach ils montraient des films des joueurs un petit peu sur lesquels ils allaient défendre avant le match. Ouais. Et du coup, et tu voyais, moi, je trouvais qu'ils allaient pas du tout dans le détail de genre, enfin, tu vois, c'était un petit peu grossier la manière dont ils l'expliquaient. Mais d'un autre côté, après, j'en ai parlé avec Jared Weiss, qui est un journaliste de The Athletic à Boston. Ouais. Et il disait, mais d'un côté, c'est normal parce que en fait, c'est c'est un peu en entonnoir. Donc, t'as les data analysts, voire des data scientists qui bossent en amont de tout, qui récupèrent de la donnée, qui un petit peu ressortent des insights de ça, qui transmettent ensuite au coaching staff. Et en fait, le travail du coaching staff, c'est de le vulgariser encore plus pour que les joueurs, ils puissent prendre des décisions rapides sur le terrain. En fait, t'as pas besoin de savoir que ce mec-là, il est à genre 37% sur catch and shoot ou qui prend 2 tiers de ses drives en partant sur sa main gauche. T'as besoin de savoir qu'il va aller sur sa gauche ou t'as besoin de savoir que lui tu l'ignores ou que alors du coup si t'es le premier défenseur, t'as un pied dans la raquette, un pied en dehors et que si c'est un autre joueur c'est un peu différent. Mais en fait il faut vulgariser pour que quand les mecs ils jouent, ils sont à 130 BPM sur un parquet et que c'est la 36e minute du match et que ça va vite et que c'est des mecs de 2 mètres qui courent sur un terrain qui est minuscule et en fait ça va vraiment très très vite. Et du coup c'est un peu ça qui m'a marqué et je me suis rendu compte que il y avait aussi une partie de nous on regarde un sport assis dans une chaise et en fait eux c'est des êtres humains parce qu'apparemment ils sont humains qui font plus de 2 mètres, qui bougent à une vitesse phénoménale, qui doivent avoir beaucoup de choses à gérer déjà de leur corps et en plus de leur esprit. Et c'est vraiment la vitesse d'exécution et la vitesse de réaction qui doit être pris en compte et à quel point tu peux pas avoir trop d'informations non plus. Et en Ouais. fait, à quel point c'est plus des réflexes que tu travailles que des informations vraiment que tu intègres. Et du coup, voilà un petit peu ce que j'en ai ressorti. Et aussi que le spacing, enfin, que un shoot ouvert, c'est pas vraiment un shoot ouvert. En fait, les mecs sont tellement grands et arrivent tellement vite que moi, si je dois prendre un tir à 3 points, je fais un arrêt cardiaque quand je vois le mec arriver, quoi. Et en fait, c'est considéré comme des tirs ouverts et quand tu regardes de côté, en fait, c'est beaucoup plus asphyxiant que quand tu regardes par la télé en étant au-dessus, quoi. Ça, ouais. Ta première, sur les informations et tout, ça me rappelle vraiment le podcast que vous aviez fait avec Alan Guillou, qui est coach en NCAA, qui en parlait ça justement. Que sur la plupart des mecs, ils pouvaient pas les abreuver d'informations parce que de toute façon, ils pourraient pas ça servirait à rien et qu'il fallait leur mâcher complètement le travail et tout. Et sur les 2-3 podcasts qu'il a fait en tant qu'assistant coach de Santa Clara, c'est un truc qui était revenu et ça fait écho en moi ce que tu as dit. Et ça m'étonne pas du tout, ouais, c'est ce côté asphyxiant du spacing et tout parce que ça doit être que des Golgoth qui arrivent à des allures folles, donc effectivement, ça doit être impressionnant. Dernière petite question. Tu penses que ces jours c'était un one shot ou du coup t'es piqué et tu dis que l'année prochaine tu prends 2 semaines de vacances, tu prends tes accréditations et ton petit baluchon et t'y repars? Je pense que ce sera pas la dernière fois. Je sais pas encore sous quel format j'y retournerai ou combien de temps, mais je pense que ce sera pas la fin. Je pense que ouais, j'ai été un peu curieux, mais après j'en sais pas plus. Au final, j'ai une vie. Enfin bon, même Ah ouais? si j'ai pas une vie, oui, c'est vrai que, mais j'ai pas grand chose non plus. C'est pas une vie très remplie, mais j'ai quand même une vie. Et puis même il y a des, bah, tu vois, même en termes logistiques et tout ça, et en termes de visa et beaucoup de trucs comme ça, et qui font que c'est pas aussi simple que ça. Mais forcément, après avoir mis un peu le nez dedans, t'as envie un peu, t'as forcément un goût de reviens-y.
Mais après, faut pas non plus oublier que du coup, c'est pas mon métier. Il y a des gens que c'est leur métier, moi c'est pas le mien. Et j'ai aucunement la prétention d'être un journaliste ou quoi que ce soit. Je suis juste un mec qui a eu quand même beaucoup de chance au final. Donc pas non plus aller trop chercher là-dedans et aussi prendre conscience que c'était une parenthèse qui était très cool, mais il faut aussi prendre conscience de ça. Donc je sais pas trop. Je pense que je projette rien pour l'instant. Je suis encore dans le moment où genre je revis les événements dans ma tête et ça me fait sourire et je suis content de ça. De ce point de vue, moi j'ai été surpris, pas choqué, mais presque, pas de la facilité d'avoir les accréditations justement, mais presque. Je me projetais en France. Si tu voulais aller dans une salle de conférence de presse en Ligue 1, en foot, je suis pas sûr que ça soit aussi, je peux dire facile que ce que tu as pu avoir finalement, où t'as pas eu besoin d'avoir une notoriété particulière ou des choses comme ça pour avoir accès à des choses assez dingues au final, quoi. C'était assez bluffant. Je pense que c'est parce que QI Basket avait déjà eu des accréditations par le passé. Et du coup, même s'ils ont changé le modèle d'accréditation, je pense qu'ils les avaient du coup forcément dans les bases de données. Et du coup, quand on a refait une demande sur la nouvelle plateforme officielle d'Accred, du coup, on a ressorti les lettres qu'on avait déjà envoyées officielles pour faire la demande précédente. On a juste mis à jour les chiffres d'audience ou des trucs comme ça et on a fait la demande. Mais en fait, je pense que il y a pas de raison non plus de pas les avoir. Et en plus de ça, au match entre guillemets, t'as pas énormément. En fait, il y avait encore de la place dans la salle de conférence de presse, même pour le retour de Marcus Smart, tu vois. Ouais, c'est Et bien en ça. fait, les autres journalistes disaient, c'est hyper rare de se faire refuser une accréditation pour un match, parce que du coup, tu demandes l'accès à la plateforme pour les accrèdes, et après, sur la plateforme pour les accrèdes, tu demandes à chacun des matchs d'avoir accès. Et en fait, tu fais ta demande pour chacun des matchs, et les gars disaient que oui, c'est rare que t'aies trop de demandes et que tu te fasses refuser ton accréditation pour un match, même à Boston. Donc je suppose qu'ailleurs ça doit pas être non plus trop compliqué. Peut-être que c'est le volume de match qui fait ça aussi. Il y a ça aussi, je pense, ouais, c'est dilué. En fait, chaque match a peut-être moins de valeur aussi. On pourrait se projeter sur de la NFL où j'imagine que chaque match est un événement, alors que là, peut-être un Ouais. peu moins quand même, mine de rien. Puis c'est pas le sport national quoi. Donc là tu comparais avec une conférence de presse de Ligue 1, faudrait peut-être plus le comparer avec une salle de conférence de presse, peut-être même de basket de pro. Et là je pense que c'est déjà beaucoup plus accessible, tu vois. Clair. C'est clair. Très bien. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Azad? Écoute, moi j'ai été très surpris de l'engouement des gens et qu'il y a eu beaucoup de gens qui avaient l'air d'être très contents pour moi, que je connais presque pas ou pas du tout même. Et ça c'était très cool de voir que les gens étaient genre ont un peu pas vécu l'expérience à ma place, mais en tout cas étaient genre enjoués de l'idée que moi je puisse le faire et c'est cool, voilà, c'était vachement positif et je trouve que c'est bien de le souligner aussi ces petits moments chouettes de partage même avec des gens que tu verras jamais. Donc voilà, merci à Non. eux. Mais je pense que c'est un peu pour ça que je voulais revenir un peu au départ sur quand t'as commencé entre guillemets, parce que ça faisait un peu rêve américain de gamin, enfin tu vois, d'enfant qui se concrétise très rapidement et tout. Je pense que ça parle à beaucoup de passionnés, parce qu'on est tous beaucoup de passionnés, pas tous fans de Boston, mais à avoir ces mêmes passions, regarder les matchs, parfois se lever la nuit. Donc c'est des trucs où on peut être nombreux dans ce petit microcosme de la NBA à se reconnaître tout simplement. Ça m'étonne pas que tu aies plein de retours. Et en plus, je veux revenir là-dessus, mais en plus, j'insiste sur le fait d'aller lire l'article parce que pour le coup, vraiment, plus cet article Odyssée au TD Garden sur QI Basket. Alors, il y a déjà plein d'autres articles super sympas que t'écris et puis que plein d'autres gars de QI écrivent, mais celui-ci particulièrement, j'ai trouvé. Alors, qui parle pas forcément beaucoup de basket d'ailleurs, mais plus d'expérience. Donc, j'ai Pour trouvé une ça fois, il n'y a pas de stats. très Presque pas. Ça marche. Et ben, je te remercie pour ce moment. Avec plaisir.
Et je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne matinée. Je ne sais pas quand vous écouterez ça. Je pense que toute l'équipe du Trèfle, on va se retrouver pour un autre podcast à la fin de la saison régulière ou avant la fin de la saison régulière, avant les playoffs, et on espère des super playoffs. Exactement. Bonne soirée à toi. Ciao. À bientôt. About a 2-second difference between the shot clock and game clock. Thomas on the drive, pull-up jumper, it's good! Isaiah Thomas gives the Celtics the lead with 2.4 remaining. 13 fourth quarter points. And Atlanta calls their final timeout. So many big shots for both teams, Jeff, down the stretch.